Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Nos reporters se sont rendus en Centrafrique 40 ans après le sacre de Jean Bedel Bokassa, le Napoléon centrafricain qui fut le protégé de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Le pays, entre palais en ruine et villa impériale à l'abandon, est l'un des plus pauvres au monde, miné par la corruption et la guerre civile. L'un des fils de l'ancien empereur, Jean-Serge Bokassa, s'est lancé à son tour en politique et compte bien rendre à la Centrafrique son lustre d'antan. En Centrafrique, sur les traces de Bokassa Ier, c'est un reportage de Patrick Fondio, Édouard Dropsy et Vincent Roux. Les rives de l'Oubangui, cette rivière de plus de 2000 km qui sillonne le cœur de la République centrafricaine. Une république qui fut un temps un empire. Un empire éphémère, le dernier d'Afrique, il y a 40 ans, entre décembre 77 et septembre 79. Au bord du fleuve, quelques bâtiments datant de cette époque impériale. Comme cet hôtel, autrefois luxueux, dans une capitale toujours surnommée Bangui, la coquette. Un vestige du passé, de cette période où le pays était sous l'emprise d'un empereur autoproclamé, Jean Bedel Bokassa. Un homme qui voulait être plus qu'un roi et dont les portraits se vendent aujourd'hui dans les rues de Bangui comme des reliques d'une histoire tourmentée entre un tyran et son peuple. Et tu vois, il a des différentes sortes de photos quand il était encore jeune et quand il était encore dans l'armée française. Vous voyez comment il s'habille, l'homme en veste. Conservé avec soin par ce bouquiniste, des documents d'époque comme cet exemplaire unique de Bangui Match, inspiré par l'hebdomadaire français Paris Match, devenu ici une gazette impériale à la gloire de Bokassa. Vous savez, c'est quelque chose qui a été créé en 1974, créé par le général Jean Bedel Bokassa. Dedans, vous avez un peu de tout. Vous avez un peu d'histoire, d'histoire de la Centrafrique. Vous avez les anciennes sociétés. Et vous avez comment son parti fonctionnait. Ça, c'était sa cérémonie de maréchal quand on voulait lui donner la grade de maréchal. Chez Stéphane, une certaine nostalgie, celle de l'ère Bokassa qu'il juge aujourd'hui comme étant l'âge d'or de la Centrafrique. Oh, Bokassa, c'est un grand homme. Je l'aime beaucoup par rapport à sa philosophie de travailler. Il m'inspire avec tout ce qu'il a fait. Quand il était au pouvoir, Bangui, c'était la coquette ville de Paris. Donc, après Bokassa, je crois qu'il n'y a plus grand chose. C'est pour cela que j'aime son histoire par rapport avec ses œuvres. Parce que c'est quelqu'un qui bosse. Donc moi aussi, je suis un bosseur, donc j'aime quelqu'un qui bosse. C'est pour cela que j'aime beaucoup Bokassa. La nostalgie de Bokassa, dans un pays aujourd'hui sous assistance internationale, sous la protection toute relative des casques bleus. Un pays ensanglanté par des massacres communautaires, en situation pré-génocidaire d'après l'ONU. Une république désormais livrée aux bandes armées qui contrôlent les 3/4 du territoire. L'Empire n'est plus qu'un souvenir. Un lointain souvenir pour les témoins du sacre de Bokassa comme Gabi Modomale, de retour sur cette avenue principale, autour du stade dans lequel le couronnement a eu lieu à l'époque. Tout Bangui a afflué ici pour s'amasser de part et d'autre de cette avenue pour assister à l'événement, disons, historique. Pour nous, enfants à l'époque, c'était vraiment un moment inoubliable. C'était vraiment mémorable. Un sacre dans une arène grandiose qui s'appelait en 1977 l'Omnisport de Bangui. Une salle détruite après la chute de Bokassa Ier, transformée depuis en un nouveau palais des sports. N'oubliez pas que ça s'appelait à l'époque le palais du couronnement.
Donc c'était le symbole le plus visible du sacre de l'empereur. Voilà, c'est ici l'enceinte du palais du couronnement. La tribune officielle était de ce côté. Et tout ce qui sert aujourd'hui de gradin avait la foule d'assistance qui était là. La haie humaine constituée par les jeunes filles partait de là-bas, de l'extérieur jusqu'ici, jusqu'à la tribune officielle. Il y avait beaucoup de personnalités qui avaient décliné l'invitation de l'empereur, puisque le couronnement n'avait pas été salué de tous, notamment à l'international. Mais sinon, au niveau national, pour moi, c'était la mobilisation générale. Dans la classe politique, eux aussi n'avaient pas de choix que d'être là. 5000 invités pour assister à un auto-couronnement dans une indécente débauche de faste. Garde-robe, broderie, argenterie, fournis par les maisons françaises de luxe et d'artisanat. Une cérémonie ubuesque, calquée sur le sacre de Napoléon. Dans la chaleur tropicale, Bokassa, assis sur un trône doré de 3 mètres de haut, vêtu d'un lourd manteau de velours bordé d'hermine, portant une couronne sertie de milliers de diamants, accompagné d'un sceptre de près de 5 kilos d'or. Un quart du budget de l'État pour la folle démesure d'un mégalomane. L'empereur installa sa cour à 75 km de Bangui, à Berengo, au bout de cette route qui fut impériale. Aujourd'hui, c'est son fils qui l'emprunte pour nous emmener voir ce qui reste du palais de Bokassa Ier, un nom qu'il entend défendre sans pour autant cautionner la terreur de son père. C'est vrai qu'il tenait le pays avec une main de fer, d'aucuns diront sans gants de velours, mais je ne sais pas si le faire comme cela se faisait à l'époque serait une solution, et je pense néanmoins qu'il faut quand même de la fermeté pour tenir ce pays. Et je pense que nous, Centrafricains, avons besoin de fermeté. À quelques mètres devant nous, l'entrée de ce qui reste de la cour impériale du Napoléon centrafricain. Comme un symbole, une statue de Bokassa, encore debout, au milieu des ruines. On y va. Ok. Ironie de l'histoire, le nom Bokassa est de nouveau associé au pouvoir en Centrafrique, car son fils, Jean-Serge Bokassa, est ministre de l'administration territoriale dans l'actuel gouvernement, le seul engagé en politique sur la quarantaine d'héritiers de l'ex-empereur. Il avait 5 ans lors du couronnement de son père et a passé de nombreux séjours ici au palais. Mais à l'époque, c'était plein de vie, beaucoup d'activités. Ça c'est la cour impériale de Berengo. Le palais de Berengo, une des résidences de l'empereur, chargée de mystères et de légendes. Là, il y avait c'était des souterrains. Hein, c'est des souterrains, t'as trois entrées. Moi, il m'est arrivé de les faire, hein, de me balader à l'intérieur, et ouais, il fallait quand même y penser. Il y a pas mal de légendes sur ce souterrain, où certains racontent qu'il y avait des trésors à l'intérieur, etc. Ici, c'était c'est la résidence de l'impératrice. C'est la résidence de l'impératrice, avec les chambres de mes frères au hall, en bas. Là où il y avait le coffre-fort, c'est juste à l'entrée de la cour. Il y a une petite maison juste à côté. C'est là où se faisait toute la comptabilité de Berengo, de son fonctionnement. Il y avait de nombreuses unités de production ici. Des usines un peu plus loin, usine à café, usine à riz, une salle de cinéma, une maison à disques. Après, un peu plus loin, vous avez l'héliport, l'aérodrome. Un palais à l'abandon, longtemps redouté par les opposants de Bokassa. Un site réputé pour la torture et les crimes commis ici par la sinistre garde prétorienne de l'empereur, qui y vivait sous très haute sécurité.
Bah tiens, là on a les derniers miradors. Hein. Vous voyez, c'est un tas de ferraille recouvert de feuilles. Les gardes se mettaient là pour tenir les factions. Entre 2013 et 2014, le palais du tyran déchu a servi de refuge à des combattants de la Séléka, la coalition de rebelles qui s'était emparée du pouvoir avant d'en être chassés, déclenchant l'actuel cycle de massacres religieux et communautaires en Centrafrique. Vu de ce palais, le règne Bokassa apparaît comme la dernière période de stabilité avant la plongée du pays dans le chaos. Quels que soient les reproches qu'on lui a faits, ma foi, aujourd'hui, ceux qui se sont succédés après lui n'ont pas forcément été à la hauteur des attentes de ce peuple-là. Donc, à la limite, on a envie de se dire, faille-t-il qu'il revienne pour reprendre en main toutes ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas un Centrafricain qui est capable justement de redresser cette situation? Le pays a entamé sa descente aux enfers, à la chute de l'empereur et de son régime de terreur qui a longtemps maintenu la Centrafrique unie par le pouvoir de la force et en faisant taire toute opposition. Des opposants à Bokassa qui continuent à se retrouver près de 40 ans après la fin de l'Empire. Comment va Ça va et toi-même? Ça va. Comment va la vie? Ça va très bien, merci. Bonjour Henri. Bonjour Patrick. Chez eux, pas de regret d'avoir combattu le dictateur, mais l'amertume d'avoir assisté à la lente dislocation du pays, la chute du despote ayant réveillé tous les vieux démons. On se rend compte qu'après Bokassa, c'est le tribalisme qui renaît, c'est le népotisme qui renaît, c'est le régionalisme qui renaît, c'est la guerre tribale qui renaît, mais on ne se retrouve plus. Et c'est ça que je regrette. À l'époque de Bokassa, il n'y avait pas ça. Mais on est revenu 20 ans, 30 ans en arrière. On n'a pas connu ça dans notre jeunesse. C'est ça qui est regrettable. Et c'est là où je dis on a reculé de beaucoup d'années. Il nous faudrait un despote éclairé pour régler la situation. Un despote éclairé, c'est-à-dire quelqu'un qui soit un homme fort, un homme à poigne, pour remettre de l'ordre dans la machine. Nous ne sommes qu'une république virtuelle. Il faut un homme à poigne. Non pas un dictateur. J'ai bien dit despote éclairé. C'est pas un dictateur qu'il nous faut. Une république virtuelle, ou plutôt un État failli, qui, hors de Bangui, a perdu presque toute autorité sur le reste du pays. Comme ici, à Bambari, une ville symbole, à l'image de l'actuel chaos centrafricain. Plusieurs massacres dans et autour de cette localité, cernée par les groupes armés, à peine protégée par la mission des Nations Unies censée veiller sur des milliers de déplacés, pris au piège, comme Joseph. Il est le responsable de ce camp de fortune où on passe les journées à attendre l'hypothétique action d'un État aux abonnés absents. Nous demandons à l'État vraiment de repousser les groupes armés loin de la ville. Ils continuent à faire des pillages et tout ça là. On n'a pas le désir de rentrer. Nos maisons sont détruites. Nous sommes dans l'impossibilité de regagner le quartier. Donc il nous faut de nouvelles maisons. Que l'État nous donne quand même un soutien avant que nous regagnions notre quartier. Déjà 1 million, plus d'1 million de réfugiés et de déplacés sur 4,5 millions de Centrafricains. Un chiffre record après les presque 40 ans de coups d'État et de rébellion qui ont suivi la fin du régime Bokassa. Le souverain autoproclamé, condamné à mort puis à la prison à vie, a été depuis officiellement réhabilité. Mais l'homme qui rêvait d'un empire n'aura pas vécu le cauchemar d'un pays aujourd'hui désintégré, ni celui d'un sentiment national porté disparu. Alors restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24. Le séparatisme catalan affole l'Espagne au point de plonger le pays dans l'une des crises les plus spectaculaires depuis la fondation du régime actuel en 1978 sur les décombres du franquisme. Organisation d'un référendum sur l'autodétermination, interdit par Madrid, volonté de proclamation d'indépendance. La Catalogne et son gouvernement séparatiste narguent le pouvoir central et le gouvernement de Mariano Rajoy. Un jeu à haut risque pour les deux parties. Focus avec Caroline de Camaret. Bonjour et bienvenue place de Catalogne au cœur de Barcelone pour notre émission spéciale consacrée à la question catalane mais que nous allons traiter à travers toute l'Espagne. Le 21 décembre dernier, les électeurs catalans ont reconduit au pouvoir avec une courte majorité les indépendantistes. Du coup, l'ancien président de la Généralité, Carles Puigdemont, trépigne et voudrait faire son comeback de Bruxelles. Et d'un autre côté, les unionistes sont déçus puisqu'ils ont obtenu une majorité de voix mais pas de siège au Parlement. Résultat, la Catalogne est plus divisée que jamais. Un coup d'œil tout de suite sur les résultats de ce vote. Depuis leur QG à Barcelone, les partisans de Carles Puigdemont réclament son retour. Le président destitué de la Généralité a fait campagne depuis Bruxelles où il est exilé depuis fin octobre. Sa formation, Ensemble pour la Catalogne, arrive en tête des indépendantistes qui obtiennent en tout 70 sièges sur 135 au Parlement régional. Carles Puigdemont a salué une victoire indiscutable. Rajoy et ses alliés ont perdu. Ils ont reçu une claque de la part des Catalans. Ils ont perdu le plébiscite qu'ils recherchaient, légaliser l'article 155. La Catalogne n'en veut pas de cet article 155. Les Catalans ont toutefois désigné le parti libéral anti-indépendance Ciudadanos comme première force politique. À lui seul, il obtient 37 sièges, soit 3 de plus que la formation de Carles Puigdemont. Pour sa candidate Inés Arrimadas, c'est un signal fort adressé à l'Europe. Aujourd'hui, 1 100 000 courageux ont transmis un message au monde, et pas seulement à la Catalogne. Cela veut dire que les Catalans se sentent catalans, mais aussi espagnols et européens, et nous continuerons ainsi. Au total, les formations unionistes représentent plus de 52% des voix, soit plus que les indépendantistes. Mais la loi électorale catalane prévoit un système de pondération des voix qui avantage les régions rurales, où les indépendantistes sont très implantés, d'où leur victoire en siège. Dans un communiqué, l'Union européenne a fait savoir que les résultats du vote de ce jeudi ne changeraient pas sa position sur la crise catalane. Et pour décrypter les résultats de cette élection, nous allons à la rencontre d'Ernest Urtasun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, classé chez les Verts, mais c'est-à-dire qu'ici c'est Catalogne en commun. C'est le parti de la maire de Barcelone. Et qui n'est pas indépendantiste en tant que tel. Quelle est d'ailleurs votre position ? Non, nous on a toujours défendu le droit des Catalans à voter et à s'exprimer pour décider son futur, mais nous n'avons jamais choisi l'option indépendantiste. Nous avons toujours pensé qu'un arrangement fédéral ou confédéral avec l'Espagne, ça répondait un peu mieux à la réalité catalane, qui est une réalité quand même complexe, avec des sentiments nationaux très divers. Alors justement, est-ce que vous avez eu le sentiment que depuis 2015, avec l'arrivée de cette majorité indépendantiste et de Carles Puigdemont, les choses sont allées dans le bon sens? Non, moi je pense que ça a été une catastrophe. Je veux utiliser ce mot qui est un peu fort, mais ça a été une catastrophe. Tout d'abord, le gouvernement de Madrid a toujours refusé de négocier quoi que ce soit.
pas seulement un référendum, mais il n'y a eu même pas une offre de réforme constitutionnelle, rien du tout. Donc ça a été le nein, le niet. Et du côté catalan, dans les dernières années, il faut dire, le gouvernement de Puigdemont a agi avec une grande irresponsabilité parce que cette voie unilatérale d'essayer de rompre l'état de droit et le cadre légal de l'Espagne et de l'Union européenne par la voie unilatérale, ça menait nulle part. On lui avait toujours dit qu'il fallait trouver une solution négociée. Alors quand vous parlez d'un statut spécial, est-ce que vous pensez en particulier à un statut d'autonomie aussi important que celui du Pays Basque, qui est capable de lever ses propres impôts? On ne sait pas pourquoi d'ailleurs un tel régime. Ça répond à des raisons historiques. Les Basques ont gardé ces très anciens droits financiers. Ça veut dire qu'eux, ils ont la gestion de tous leurs impôts. C'est une question très particulière en Espagne. Moi, je pense que la réforme la plus importante qu'il faut faire, c'est une réforme de l'État. Le catalan n'est pas une langue reconnue en tant que telle par l'État. Alors, est-ce qu'on peut avancer vers une réforme de l'État qui reconnaisse qu'il y a plusieurs nations et qui peuvent vivre ensemble dans un même État? C'est ça, moi, je pense, le grand enjeu et qui permettrait de résoudre la question catalane. Mais beaucoup disent qu'au contraire, finalement, le catalan est devenu prédominant dans les écoles, les universités en Catalogne, à tel point qu'il n'y a même plus droit de cité pour l'espagnol qui est mal appris en Catalogne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes à Barcelone, c'est une ville absolument bilingue. En fait, c'est une ville où il y a une certaine prédominance de l'espagnol. Et alors, pourquoi l'école se fait complètement en catalan? Parce que toute l'ambiance des médias, d'Internet, etc. est faite en espagnol. Alors, la façon que les élèves maîtrisent les deux langues bien, c'est que le catalan a eu une certaine prédominance à l'école. Bon, on va continuer à parler de cette culture catalane en ayant un petit goût quand même. Allez. Cette culture catalane, elle a des aspects bien sympathiques. Alors par exemple, vous tartinez votre pain non pas avec du beurre, mais avec quoi? Avec la tomate. Ça s'appelle comment? Pam tomacat. On fait nos sandwichs. On en mange le matin par exemple avec un café, mais toujours avec la tomate. C'est typiquement catalan. Avec une chute, on l'a remarqué, du tourisme, avec 3000 entreprises aujourd'hui qui veulent quitter ce pays. Est-ce que ça n'a pas de quoi inquiéter à la fois les Barcelonais et le reste de la Catalogne? Ça inquiète les Barcelonais et les Catalans. Moi, ça m'inquiète aussi. Je pense que le climat d'instabilité des derniers mois a vraiment provoqué, bien sûr, qu'il y ait un certain malaise économique aussi. Il faut absolument qu'on revienne dans un cadre négocié pour que les entreprises puissent revenir, celles qui sont parties reviennent. Certains Catalans se sont dit déçus par l'attitude de l'Union européenne. Vous trouvez que c'est justifié? Moi, j'aurais aimé un peu plus de clarté vis-à-vis des violences du 1er octobre. Moi, je pense vraiment là que le gouvernement espagnol, le ministre de l'Intérieur, allait envoyer les policiers taper sur des gens qui étaient en train d'exprimer leur voix, même si c'était un référendum un peu informel. Ça a été un petit peu aller trop loin. Après, bien sûr, quand le gouvernement catalan décide d'aller vers la voie unilatérale, c'est très difficile d'attendre de l'Union européenne quelque chose d'autre qu'un certain rejet. Moi, j'ai beaucoup critiqué M. Puigdemont par ses déclarations eurosceptiques. La Catalogne a toujours été un pays pro-européen. Tous les partis sont pro-européens. Donc d'ailleurs, on a du euroscepticisme, cette droite nationaliste qui monte un petit peu partout dans l'Union européenne. Ça n'existe pas en Catalogne, ça n'existe pas en Espagne. Et c'est quelque chose qu'on doit préserver. Alors on fait tout de suite le point justement sur cette histoire de la Catalogne qui a été un petit peu revisitée à l'envers par les indépendantistes qui voudraient démontrer à quel point la Catalogne a été très indépendante au cours des siècles d'histoire. Mais les historiens s'affrontent sur plusieurs points, comme nous le montre tout de suite ce reportage signé Isabelle Romero et Anaïs Guérard. Dans la cour de l'université de Barcelone, la cause de l'indépendantisme catalan suscite des débats passionnés. Il y a toutes sortes d'organisations politiques qui ont essayé de faire perdurer notre culture, notre identité. Elles ont lutté, tu sais, contre la répression de l'État, comme pendant le franquisme ou la guerre civile. En fait, ce sentiment d'identité nationale a toujours existé. Nous pouvons le faire remonter dès la guerre de succession de 1714. Le 11 septembre, les Catalans célèbrent leur fête nationale, la Diada. Elle commémore la chute de Barcelone en 1714, lors de la guerre de succession d'Espagne. Le roi Philippe V a centralisé le pays et retiré à la Catalogne sa souveraineté régionale. Selon les indépendantistes, c'est le début de l'oppression du peuple catalan. Un point de vue contesté par certains historiens.
L'histoire qu'on nous présente dit que la Catalogne n'a jamais été l'Espagne et que l'Espagne, depuis 300 ans, occupe la Catalogne. Mais c'est complètement faux. D'un point de vue historique, cela n'a aucun fondement. Au contraire, il y avait une tradition dans le catalanisme politique de participer au gouvernement comme ministre sous la monarchie et ensuite sous la République. Le 19e siècle verra la montée d'un nationalisme virulent. Mais en 1932, avec la Deuxième République, l'Espagne vote un statut d'autonomie qui donne aux Catalans leur propre parlement. La guerre civile qui oppose les républicains espagnols aux généraux franquistes va bouleverser la donne. Quand la guerre commence, la vision du catalanisme, du nationalisme catalan de gauche, c'est que si la République l'emporte, l'Espagne deviendra une fédération ou une confédération. Et dans cette confédération, Barcelone et la Catalogne auraient un statut équivalent à Madrid et à la Castille. Et c'est leur souhait, car le catalanisme est fédéraliste. Mais si la Catalogne résiste au général Franco et reste dans le camp républicain jusqu'en 1939, l'unité des nationalistes éclate. Pendant la guerre civile, la particularité du nationalisme catalan, c'est qu'il se divise en deux blocs bien distincts. D'un côté, les conservateurs et les catholiques, qui font partie de l'élite industrielle, de la bourgeoisie, qui va soutenir Franco. Ils ne le feront pas par conviction idéologique, mais parce qu'ils sont persécutés par les révolutionnaires anarchistes en Catalogne. Il y a eu près de 8000 personnes assassinées, notamment des religieux. De l'autre, le seul catalanisme qui perdurera en Catalogne pendant la guerre civile, c'est celui de gauche, la gauche modérée et démocratique de l'Esquerra Republicana, un parti qui existe toujours aujourd'hui. Après la victoire de Franco, la langue et la culture catalane sont écrasées pendant 40 ans de dictature. À sa mort, une nouvelle constitution est votée en 1978. Elle rend aux Catalans le statut de 1932 avec des compétences en termes de langue, d'éducation, d'administration et de fiscalité. Mais depuis une dizaine d'années, la revendication d'indépendance a refait surface à cause du rejet de la réforme du statut catalan par Madrid, mais pas seulement. C'est sûrement lié à d'autres phénomènes qui existent en Europe. Face à la crise du processus d'intégration européen, il y a un repli sur les États-nations, pratiquement comme au XIXe siècle. Et puis il y a la crise économique. La crise économique, c'est un élément fondamental. Cette crise a donné de la force à la colère des indépendantistes, qui estiment que la Catalogne se porterait mieux hors de l'Espagne. Une fracture profonde dans la société catalane. Et nous sommes maintenant à 1 heure au nord de Barcelone, à Caldes de Montbui. Une ville de 17 000 habitants dont le maire est Jordi Soler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi eurodéputé. Alors votre parti, c'est un parti indépendantiste plutôt à gauche qui était dans la fameuse coalition Ensemble pour le oui. Il y a eu quand même des frictions. Pourquoi ne pas faire campagne ensemble? L'indépendantisme catalan est très transversal aussi du point de vue idéologique. Et si on allait aux élections avec des listes séparées, ça permet de couvrir tout le spectre idéologique. Alors on continue cette discussion dans votre très beau musée des Thermes. D'accord. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro. Dans ce musée, on constate à quel point la culture espagnole, catalane sont imbriquées, des amis artistes. En quoi vous jugez qu'on va inéluctablement vers l'indépendance et que c'est le destin de votre région? On croit, on est convaincu qu'avec l'indépendance, nous aurons les meilleurs moyens pour bâtir une société meilleure, plus juste, plus équitable et plus avancée. Bien sûr, il y a aussi les arguments de l'identité nationale catalane, de la culture, de la langue propre. Et ces arguments, ils jouent aussi un rôle important. Élection du 21 décembre dernier, est-ce que vous avez une légitimité pour réclamer l'indépendance?
Je pense qu'on a toujours la légitimité pour réclamer l'indépendance si on le fait avec une façon pacifique et démocratique. Certains prédisent qu'en cas de rupture non agréée, bien sûr, de divorce terrible, eh bien, il y aurait des véritables pertes économiques pour la Catalogne, la sortie de la zone euro aussi qui serait compliquée. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Je pense que les conséquences économiques de l'indépendance ont été très exagérées pour des raisons d'intérêt politique. L'économie catalane est puissante. Nous sommes une partie importante. Avec des sièges d'entreprises qui s'en vont quand même, ou qui menacent de le faire. Mais ce sont les sièges, ce ne sont pas les usines ou les entreprises qui déménagent. Alors vous êtes eurodéputé, vous avez noté que vous aviez très peu de soutien dans l'Union européenne qui considère que finalement cette indépendance elle a été réclamée dans l'illégalité. Nous sommes 751 députés. Quand on peut parler plus sincèrement, j'ai trouvé beaucoup d'incompréhension vers l'attitude du gouvernement espagnol, vers cette stratégie de dire non à cette stratégie de la répression. C'est pas du tout normal que dans l'Union européenne, à l'année 2017, on a des prisonniers politiques. Certains de vos collègues européens s'inquiètent aussi de ce que cette région riche, on le disait 20% du PIB espagnol, ne veuille plus finalement de solidarité interrégionale. Pas du tout. La société catalane, c'est une société très solidaire. Nous sommes pour la solidarité entre les personnes, mais aussi entre les territoires. Mais bien sûr, la solidarité ne peut pas amener à une situation qu'on peut regarder comme une situation injuste pour les personnes qui habitent en Catalogne. Si nous pouvons décider d'une façon libre et démocratique notre avenir, il y aura une majorité qui va opter pour l'indépendance. Et dans 5 années, je pense qu'on va être un pays normal de l'Europe. Qui serait re-rentré dans l'Union européenne alors, parce que vous allez en sortir automatiquement. Qui ça rester dans l'Union européenne. Ça c'est plus compliqué. C'est pas dans les traités européens non plus. Mais c'est pas non plus dans les traités européens. Qu'est-ce qu'il passe avec un territoire qui est déjà parti de l'Union européenne et qui décide, dans une façon démocratique, de devenir un État membre. Alors, il faudra trouver une solution politique. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Espagne, Catalogne, quel futur commun? Tout de suite, la deuxième partie de notre focus consacré à la crise catalane. Bienvenue pour notre seconde partie. Nous avons voyagé 600 km vers le centre de l'Espagne en direction de Madrid, la capitale. Ce pays de 49 millions d'habitants est désormais dirigé par un gouvernement minoritaire, donc fragile, de Mariano Rajoy. Ce Premier ministre au pouvoir depuis 7 ans applique une politique rigoriste et légaliste basée sur les décisions de la Cour constitutionnelle à la question catalane. Mais comme son pays est entré en 86 dans l'Union européenne, c'est le 4e membre de la zone euro, eh bien l'ensemble de ses voisins regardent de très près la question. Nous allons maintenant analyser la crise catalane du point de vue du reste de l'Espagne avec de nouveaux invités.
Nous allons tout de suite à la rencontre d'une nouvelle invitée, Verónica López-Fontanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée du Parti populaire ici et du PPE bien sûr au Parlement. Oui. Et c'est votre ville dans laquelle nous nous trouvons, Saragosse, 700 000 habitants. C'est la 5e du pays. Oui. Alors on sait un petit peu les sentiments des Catalans vis-à-vis du reste de l'Espagne, mais on connaît moins le sentiment du reste de l'Espagne sur cette crise. Je crois qu'il y a surtout une incompréhension. La Catalogne est une province espagnole, une région espagnole très espagnole, que les Espagnols aiment beaucoup, qui considèrent une partie intégrante de l'Espagne. Ça n'a jamais été indépendant et ils ne comprennent pas du tout comment une des régions les plus dynamiques, admirées dans toute l'Espagne et aimées, veut se séparer. Mais ce n'est pas non plus, quand on parle des Catalans et de la région, il faut penser que ce ne sont pas tous les Catalans. C'est certains politiciens, une partie de la Catalogne que je crois qu'on les a trompés. On leur a dit vous seriez bien mieux en dehors de l'Espagne. Nous payons, nous subventionnons l'Espagne. Ils l'ont cru. Alors vous soutenez évidemment Mariano Rajoy, le chef du gouvernement conservateur. Oui, évidemment. Mais on a l'impression quand même qu'il est sur une base très légaliste, juridique, constitutionnelle. Et cette constitution, c'est un carcan qui est inchangé et qui empêche finalement toute solution. Je crois qu'on peut faire des réformes sans changer la constitution qui a, grâce à elle, on a eu des années de paix, de liberté, de démocratie. Mais ça va être difficile de donner plus d'avantages à la Catalogne qu'à d'autres régions, parce que les autres régions alors vont protester. Du ressentiment, donc peut-être aussi régional, la crainte d'un dumping aussi entre les régions en quelque sorte ? Ça existe ici, par exemple en Aragon, qu'on est limitrophe avec la Catalogne, avec la Navarre, le Pays Basque. C'est évident que si une entreprise en Navarre qui peut s'installer en Navarre dans une ville, par exemple à Tudela, qui est à côté de Tarazona, elle aura plus d'avantages fiscaux, et ça c'est de 5 km. Et alors évidemment, il y a un certain problème qu'il faudra peut-être résoudre et s'asseoir tous. Vous vouliez nous montrer dans votre ville le musée Pablo Gargallo qui pour vous démontre bien une convergence culturelle à la fois aragonaise et puis peut-être catalane et européenne. On y va. Et française. On y va. Pablo Gargallo, vous l'appréciez particulièrement parce qu'il faisait une synthèse un peu entre votre région, Aragon, et puis peut-être aussi la Catalogne, la France, vous dites ? La France, il était marié avec une Française. C'est un sculpteur aragonais qui est né en 1881, qui a émigré à Barcelone. Les Catalans, ils disent qu'eux, ils ont une culture très particulière, en particulier une langue très forte, donc une identité culturelle peut-être plus structurée. Vous parlez ici espagnol. Eux, ils parlent une langue très différente. Le catalan, ils parlent comme en France, on parle le catalan aussi en Catalogne. Hein, c'est une langue. Je crois qu'en ce moment, personne ne discute la langue catalane. Et en réalité, en Catalogne, les enfants sont scolarisés en catalan. Quelquefois, ça pose des problèmes parce que si des parents espagnols vont vivre en Catalogne, c'est difficile de scolariser leurs enfants en espagnol. L'argument des Catalans, c'est qu'ils sont, par rapport au budget de l'Espagne, contributeurs nets au budget de l'Espagne. C'est certes une région riche, mais qu'on leur prend trop. Est-ce que c'est justifié ? Madrid devrait protester plus parce qu'on prend plus d'argent encore à l'autonomie, à la région de Madrid. Bon, et les Allemands aussi en Europe peuvent avoir le même argument. Hein, on appelle ça la solidarité européenne. Je ne sais pas tellement si c'est réel. C'est pour ça que c'est très bien de pouvoir s'asseoir toutes les régions espagnoles et dire bon maintenant, depuis l'événement de la démocratie, il y a passé beaucoup d'années, on va s'asseoir et on va réviser un petit peu les autonomies. Je trouve que ça serait bien pour tous de voir comment sont les choses.
et de faire une répartition plus juste peut-être. Nous, à France 24, on a tenté de faire les comptes et puis on est allé voir aussi des entrepreneurs qui sont assez inquiets de cette question séparatiste et de ses répercussions économiques. Un reportage de notre correspondante Mélina Huette. La Catalogne, un PIB plus important que le Portugal, un taux de chômage 4 points en dessous de la moyenne nationale. Exportation, tourisme, en bref, ce dynamisme économique est un argument d'autorité pour les séparatistes qui s'estiment lésés par l'Espagne. Elisenda Paluzzi est professeure d'économie à l'université de Barcelone. Elle a souhaité nous montrer que sans le système de redistribution actuel, la Catalogne pourrait économiser jusqu'à 14 milliards d'euros par an. La balance fiscale, c'est la différence entre les impôts générés en Catalogne et les dépenses qui sont réinjectées dans la région. Les chiffres donnent une balance positive pour la Catalogne à hauteur de 10 voire 14 milliards d'euros. Une différence de 4 milliards qui s'explique par 2 méthodes de calcul. Seule la moins avantageuse pour la région est publiée par l'État central. La Catalogne est une région relativement riche et c'est normal qu'elle contribue à la solidarité avec les autres régions. Mais en réalité, le système espagnol est beaucoup plus complexe. En fait, beaucoup de ces fonds bénéficient directement à des régions petites mais plutôt riches comme la Cantabrie ou la Rioja. Mais la question divise même en Catalogne. À l'université barcelonaise Pompeu Fabra, nous retrouvons un autre professeur d'économie. Pour lui, ces chiffres ne sont plus un argument valable. Avec le projet de sécession, la région normalement prospère a surtout perdu ce que l'Espagne lui offrait en stabilité. On vit un moment d'incertitude très notable et les chiffres sont là pour le prouver. On estime que la consommation a baissé entre 20 et 30%. Le chômage a considérablement augmenté en octobre. Les chiffres sont très mauvais. Et surtout, c'est l'investissement qui a drastiquement chuté. Alors, pour rassurer les investisseurs, le gouvernement a voté dans l'urgence un décret avec un objectif: donner la possibilité au conseil d'administration de modifier le domicile social. Une opportunité pour des milliers d'entreprises comme le cimentier Molins. Coté à la bourse de Barcelone, le groupe a décidé de quitter la Catalogne dans la foulée de cette annonce. Eh bien, nous voilà justement dans la nouvelle salle de réunion du conseil d'administration des Ciments Molins. Nous, les entreprises, on s'est vu obligés d'évaluer les risques liés à l'incertitude, de prendre en compte les dangers qu'elle représente pour notre santé économique. La cimenterie Molins est bien sûr restée en Catalogne. Le déménagement du siège social à Madrid est plus une affaire de symbole. Concrètement, il s'agit d'assurer la stabilité à chacun de nos fournisseurs, à nos actionnaires, à nos clients et à nos employés, bien entendu. Depuis le référendum, plus de 2800 entreprises catalanes ont transféré leur domicile social dans une autre région espagnole. Nous allons maintenant à la rencontre d'Alejandro Cercas. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes ancien député européen des socialistes, c'est l'opposition ici. Et évidemment, on a regardé ce reportage sur la véritable facture entre Madrid et Barcelone. On a l'impression quand même que ce Premier ministre, il ne veut pas donner d'autonomie financière à la Catalogne comme il en a donné par exemple au Pays Basque. Le Pays Basque a un régime spécial parce qu'il vient de l'histoire du Moyen-Âge. Alors il n'y a pas aucune sorte de différence sauf l'histoire. Mais la Catalogne a la plus grande autonomie en Espagne. Il n'y a pas non plus la possibilité de donner tout parce que dans ce cas, on briserait la solidarité entre toutes les régions. Et comme la Catalogne c'est une région riche, il y a quelques-unes ou quelques-uns qui en Catalogne ne veulent pas partager même son argent avec les régions pauvres. Vous, je le rappelle, appartenez au PSOE, le parti socialiste qui s'oppose à Mariano Rajoy. Et pourtant, on a l'impression que dans cette crise catalane, il est toujours très intransigeant, toujours très légaliste. Est-ce que le parti socialiste au pouvoir aurait fait autrement? Non, nous sommes avec le gouvernement parce qu'avant tout, c'est une question de démocratie. Les nationalistes catalans, pas la Catalogne, il faut dire. Nous avons un problème avec une partie de la Catalogne, les 40% de la population, pas les 100%. Mais ces 40% de la population a fait un problème démocratique.
Ils n'écoutent pas les arrêts de la Cour, ils ne respectent pas notre Constitution, et nous les socialistes, avant d'être socialistes, nous sommes démocrates. Je rappelle que vous êtes ancien député européen, que vous connaissez bien Bruxelles, vous donnez des cours dessus d'ailleurs, et vous n'avez pas l'impression que cette Europe, qui s'est voulue très fédéraliste, l'a fait pour les régions au détriment des États-nations, et que finalement elle a favorisé le séparatisme? Non, pas du tout. Je pense que l'Europe, heureusement pour nous, a été une garantie de l'unité de notre patrie, de notre nation, parce que l'Europe, c'est une union d'États et de peuples, pas de régions. Parce que sinon, l'Europe, c'est ingouvernable. Il y a presque 200 régions en Europe. Si chaque région était appelée à faire partie de l'Europe à part entière, alors Europe, maintenant à 27, c'est très difficile. À 200, serait impossible. Retour à Bruxelles maintenant, où précisément les régions ont leur siège, puisqu'elles sont riches, puissantes, et d'ailleurs une certaine région en particulier fait parler d'elle. Il s'agit de la Flandre, avec un séparatisme flamand sous la forme du parti N-VA. Il a reçu en particulier à bras ouverts l'ancien président catalan, Carles Puigdemont. On regarde pourquoi avec ce reportage signé Alix Bourdon. Pour l'équipe de la représentation lombarde à Bruxelles, c'est un jour stratégique qui commence. Folco discute des derniers détails en vue de l'installation d'un bureau pour cette grande entreprise ferroviaire du nord de l'Italie, au sein même de la représentation. C'est le cœur de mission de ce petit bout de Lombardie en plein cœur de la capitale belge, promouvoir les atouts de la région auprès des institutions européennes. Lors d'un référendum organisé fin octobre, les électeurs lombards ont largement voté en faveur de plus d'autonomie pour leur région, tout juste 3 semaines après les Catalans. Mais la comparaison s'arrête ici. On ne parle pas d'indépendance comme la Catalogne, on parle simplement d'indépendance de gestion des fonds qui après, qu'il doit être dépensé par la région. Environ un tiers du budget européen est consacré aux régions. Nous, les régions, on pense à une Europe unie, donc une seule Europe avec des autonomies régionales. Et les États, à ce moment historique, ils pensent que l'Europe, c'est 27 États. Donc, où est l'Europe? Nous pensons que l'Europe, c'est l'Europe des régions. En Belgique, la N-VA milite depuis toujours pour l'indépendance de la Flandre. Début octobre, ce député européen avait déployé un drapeau catalan dans l'hémicycle, en signe de soutien. Au final, nous ne voyons que 2 niveaux politiques intéressants. Le niveau régional flamand et le niveau européen, bien sûr. Mais entre les deux, le contexte belge va avoir de moins en moins d'importance. À Bruxelles, c'est cette institution qui porte la voix des 274 régions européennes. Pour son président, l'exemple catalan n'est pas représentatif. La très large majorité des régions européennes ne rêvent pas tous les jours de se réveiller le lendemain comme un État indépendant. Mais beaucoup de régions veulent améliorer leur statut et évoluer. Et c'est vrai que des situations alors pointues et sans issue immédiate et apparente, comme le conflit en Espagne, jettent de l'ombre sur toutes ces évolutions. Cas unique à Bruxelles, cet immeuble abrite les représentations de 4 régions de pays différents. Aujourd'hui, la présidente de la Nouvelle-Aquitaine reçoit ses homologues allemands, polonais et italiens. Salut, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Autour de cette table, des pouvoirs très différents selon les régions. Du puissant land allemand issu d'un système fédéral à la région française. Il faut savoir qu'en France, on est dans un État qui reste très centralisé. Donc le combat d'une région française comme la nôtre serait effectivement d'avoir une part d'autonomie financière pour mener ces politiques. Une volonté bien éloignée des mouvements indépendantistes qui mettent aujourd'hui l'Union européenne à l'épreuve. Restez
Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. L'exposition Le Louvre à Téhéran a été inaugurée le 5 mars dernier au Musée national d'Iran. Au total, 53 œuvres du musée parisien sont prêtées jusqu'au 8 juin à la République islamique. Parmi elles, une statue de Marc Aurèle datant du IIe siècle après Jésus-Christ, ou encore un sphinx royal égyptien du IVe siècle avant Jésus-Christ. Reportage. À Téhéran, les dernières heures de préparation au musée national iranien. Ce majestueux sphinx égyptien prêté par le Louvre vient juste d'être installé. Et Gebraël Nokandé, le directeur du musée, a les yeux qui brillent. Cette exposition, c'est un événement culturel et diplomatique. En Iran, on étudie beaucoup l'Égypte. Nous avons vu ce sphinx plein de fois en photo. Mais comme le dit un proverbe persan, il vaut mieux voir une seule fois qu'entendre 100 fois. Nous remercions le Louvre et la France de nous faire confiance. Cette exposition, c'est le président de la République islamique, le religieux modéré Hassan Rouhani, qui l'a négocié avec François Hollande lors de son voyage en France il y a 2 ans. En grande pompe à l'Élysée, la signature du contrat et des mois de discussion. Au Louvre, à Paris, mi-février, nous retrouvons François Bridet, l'un des commissaires de l'exposition, en pleine préparation. L'équipe a sélectionné une 60aine d'œuvres, un condensé des 8 départements du musée. Pas de nus ou de scènes d'amour, pour respecter la censure iranienne. Cette statue de l'époque mésopotamienne, le prince Gudea, fera partie du voyage. Tout comme cette Minerve du IIe siècle. Elle symbolise les civilisations grecques et romaines. On est bien là. C'est une œuvre extrêmement importante pour l'exposition qui figurera en bonne place au début de l'exposition puisque c'est une œuvre qui va nous permettre d'évoquer un petit peu ces premières œuvres de l'Antiquité grecque qui entrent dans les collections nationales et qui sont exposées parmi les premières au Louvre lors de l'ouverture en 1793. Précaution maximale pour la mise en caisse et le transport en avion. Direction Téhéran. Le musée iranien a tout préparé pour l'installation et la mise en valeur de la statue à sa nouvelle place. Fantastique. C'est extraordinaire. Regarde les plis du vêtement. Regarde tous ces détails. Alors, il faut pas toucher les bras, pas toucher la tête, pas toucher toute cette partie-là. À cause des sanctions occidentales sur le nucléaire iranien, les relations culturelles entre l'Iran et la France ont été rompues en 2008. Le prêt de ce buste de l'empereur romain, Marc Aurèle, ou de cette antiquité égyptienne, formalise la reprise de la coopération. L'un des mécènes de l'exposition est même le pétrolier Total qui avait suspendu ses projets avec l'Iran. Pour le directeur du musée, c'est la place de Téhéran sur l'échiquier mondial qui se joue ici. À ceux qui veulent nous maintenir isolés, nous prouvons qu'aujourd'hui c'est impossible. L'Iran montre qu'il travaille maintenant avec le monde entier. Cette exposition s'annonce d'ores et déjà comme un succès. Des milliers d'Iraniens sont attendus à partir de mardi prochain pour ce voyage inédit entre Paris et Téhéran. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.